Le 6 août 2025, le télescope spatial James Webb passe en mode d'urgence pour tenter de capturer une comète qui ne devrait pas exister. Les astronomes s'attendaient à une boule de glace en fin de vie. Au lieu de cela, les données de Webb sur 3In Atlas viennent de confirmer un véritable cauchemar chimique. Sa comète est saturée de dioxyde de carbone à des niveaux jamais enregistrés et imprégnée de nickel métallique sans la moindre trace de fer. Les experts qui ont demandé l'autorisation admettent désormais que les chiffres sont terrifiants. Il ne s'agit pas d'un visiteur interstellaire ordinaire. Il enfreint toutes les règles. Plus les données sont approfondies, plus l'idée devient inconcevable. Le phénomène 3I-LAS est-il même naturel, ou bien quelque chose d'autre fonce-t-il droit sur nous? La situation ne fait que s'aggraver. À 2h11 GMT, l'appel est arrivé. La voix de Marco Macchi, sèche et urgente, a déchiré le silence du centre des opérations de la mission. Les données des télescopes terrestres venaient d'être reçues. 3 Atlas accélérait, son spectre révélant des métaux inattendus. Il n'y avait plus de temps pour discuter. Moins de 6 minutes plus tard, la séquence de commandes de dérogation était téléchargée sur le télescope spatial James Webb. Toutes les observations programmées furent suspendues. Pour la première fois depuis des années, le programme scientifique principal de Webb a été mis de côté suite à une décision d'urgence. Il ne s'agissait pas d'une opération ponctuelle comme les autres. La plupart des opérations de ce type sont planifiées des semaines à l'avance, débattues par des comités et leur coût par rapport aux autres missions est évalué. Pas cette fois-ci. La décision de dérogation est arrivée directement aux responsables scientifiques du projet. L'approbation devait être unanime. Le risque était élevé. Le programme d'observation était un balai d'orbite et de carburant. Chaque minute comptait. Une seule manœuvre erronée, un seul mauvais calcul, et l'observatoire le plus puissant du monde risquait de perdre une semaine de données scientifiques, voire pire, un sous-système essentiel. Mais la fenêtre d'observation pour 3I Atlas se refermait. La trajectoire de la comète se modifiait d'heure en heure, sa coma se chargeait de gaz volatile et d'autres choses, une substance métallique. Michel a pris les devants. Ses calculs, exécutés sur les serveurs de l'ESA, ont permis de déterminer les coordonnées exactes. L'instrument NARSPEC devait ralentir rapidement, se verrouiller sur l'objet et commencer à collecter les spectres avant que celui-ci ne sorte de portée. À 2h17 GMT, la commande était opérationnelle. Le réseau a basculé, les capteurs ont vrombé, tandis que les équipes au sol surveillaient le flux de télémétrie à la recherche du moindre signe d'erreur. Dans la salle de contrôle, tous les regards étaient rivés sur le pipeline de données. Les premiers paquets sont arrivés bruts, non calibrés, mais suffisants pour distinguer le cœur du réacteur 3.2 Atlas qui brillait intensément sur le fond. Dans le journal de bord, l'entrée est brève. Remplacement TU 3.2 Atlas 6 août 217 GMT spécification NIER. Mais derrière cette ligne se cache une situation critique qui ne laissait aucune place à l'erreur. Moins de 4 remplacements de ce type ont eu lieu depuis le lancement du site Webb. Aucune pour un objet interstellaire. La tension ne s'est pas relâchée à l'arrivée des données. Elle s'est au contraire intensifiée. Ce que Webb a observé dès les premiers instants allait bouleverser toutes les idées reçues sur la nature d'une comète. Mais les révélations chimiques étaient encore à venir. Les raies du dioxyde de carbone dominaient le spectre plus tôt que prévu. À 6 unités astronomiques au-delà de Jupiter, là où la lumière solaire est faible et où la plupart des comètes sont inactives, 3 Atlas émettait déjà des gaz et des traînées. TEST a détecté les premiers signes. Une faible et persistante augmentation de luminosité et non un simple éclair. Gemini Sud l'a ensuite confirmé. Des queues s'étiraient comme un membre fantomatique plusieurs jours avant même que l'objet ne croise l'orbite de Saturne. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les comètes. Dans le système solaire, l'activité débute plus près du Soleil lorsque la glace d'eau commence à s'évaporer. Ici, le principal moteur était le dioxyde de carbone, 8 fois plus abondant que l'eau selon les calculs de Webb. Le rapport dioxyde de carbone à eau était de 8:1. À titre de comparaison, les comètes typiques atteignent rarement 0,7. Même Borisov, le dernier visiteur interstellaire, se situait aux alentours de la moitié. Ce rapport est exceptionnel. L'instrument NARSPEC a détecté la bande NU3 à 4,26 microns.
puissant, large, indéniable. L'eau était également présente, mais comme une faible trace après coup. Le gaz n'était pas seulement présent, il s'échappait en abondance. Les taux de production indiquaient que le dioxyde de carbone était 8 fois supérieur à la production d'eau. La poussière était presque absente, ce qui rendait le coma ténu et la queue fantomatique. Mais la présence de gaz était indéniable. Toutes les vérifications croisées, Gemini, HST et même Spherex ont confirmé ces résultats. Aucune manipulation de calibration, aucun bruit de fond non détecté. Les chiffres se sont confirmés. Bryce Boland, qui a consacré des années à l'étude des messagers interstellaires, l'a exprimé clairement. Chaque comète interstellaire est un messager d'un autre système stellaire. En étudiant leur lumière et leur couleur, nous pouvons commencer à comprendre la diversité des mondes au-delà du nôtre. Mais le message de celui-ci est étrange. Un corps qui s'éveille dans le froid glacial, rejetant du dioxyde de carbone comme une soupape dans l'obscurité. Sa composition chimique suggère un lieu de naissance radicalement différent du nôtre. Peut-être un monde où l'eau est rare, ou où le dioxyde de carbone est la glace dominante. Ou peut-être un processus que nous n'avons jamais vu, un processus qui bouleverse les règles de la formation et de la disparition des comètes. La queue elle-même s'est développée à une vitesse stupéfiante pour les équipes qui suivaient le spectacle en direct. En quelques jours seulement, elle s'est étendue sur des centaines de milliers de kilomètres, propulsée par des gaz qui ne devraient pas être actifs aussi loin du Soleil. Les lois de la physique sont incohérentes. Les proportions ne correspondent à aucune comète connue, même les plus atypiques. Et plus les équipes approfondissaient leurs recherches, plus les résultats restaient incohérents. Mais le plus étrange reste à venir. Le spectre du Webb recelait des secrets encore plus profonds. Des signatures qui bouleverseraient tous les modèles de formation des comètes. Les raies du nickel ont commencé à apparaître dans le spectre presque immédiatement après que Webb se soit fixé sur 3-2 Atlas. Au départ, l'équipe a pensé à un problème de calibration, à un artefact parasite de l'instrument, ou peut-être à l'impact d'un rayon cosmique. Mais les données ont confirmé ces observations. Les transitions du nickel-on sont parfaitement nettes, avec un pic visible dans l'ultraviolet et le proche infrarouge. Les chiffres étaient éloquents. À 3,8 unités astronomiques, le taux de production de nickel dépassait déjà 10 puissance 21 atomes par seconde. Lorsque la comète s'est approchée à 2,85 unités astronomiques, cette valeur avait encore augmenté d'un ordre de grandeur. Mais le véritable choc ne résidait pas seulement dans la présence de nickel, mais aussi dans ce qui manquait. On ne trouvait aucune trace de fer. Même avec l'instrument UVES du très grand télescope fonctionnant à un pouvoir de résolution de 80, le spectre était plat dans tous les canaux du fer. Les limites supérieures se sont révélées catastrophiques. Le nickel était plus de 40 fois plus abondant que le fer. Dans toutes les météorites et comètes étudiées, le nickel et le fer étaient associés. Ici, le fer était quasiment absent. Ce n'est pas normal. Dans les comètes du système solaire, le rapport nickel-fer est très proche des moyennes cosmiques, environ une part de nickel pour 15 parts de fer. Le dernier visiteur interstellaire, Borisov, respectait cette règle, mais 3 Atlas la remettent en question de façon flagrante. Imaginez trouver une bague en or sans aucune trace de cuivre ni d'argent. C'est l'ampleur de l'anomalie. Les équipes de spectroscopie de l'Observatoire européen austral et du Centre de contrôle Webb ont analysé les données ligne par ligne. Elles ont vérifié l'absence de contamination, d'erreurs d'identification et de bruit de fond solaire. Toutes les vérifications ont été concluantes. Les raies du nickel sont à 3,415, 3,524, 3,525, 3,769, 3,783, 3,427 et 3,858 nm. Les angstroms étaient tous présents, superposés au bruit de fond. Le rapport signal/bruit était supérieur à Trent pour les signaux les plus intenses, mais le fer était totalement absent, ni dans le noyau, ni dans la coma, ni dans la queue. Les données de laboratoire ont suggéré une piste possible. Le carbonyl de nickel, le monoxyde de carbone de nickel, 4, une molécule si volatile qu'elle peut se vaporiser à 43 degrés C. Dans les bonnes conditions, le monoxyde de carbone. Des glaces riches, une pincée de nickel métallique, une irradiation ultraviolette. Le monoxyde de carbone de nickel, 4, peut se former et dériver dans l'espace, se décomposant sous l'effet de la lumière solaire pour libérer du nickel atomique.
Mais le cousin du fer, le monoxyde de carbone de fer 5, est beaucoup moins volatile. Sa pression de vapeur est faible, sa formation lente, ses raies d'émission peu visibles. Cela pourrait expliquer cette absence si et seulement si le corps parent s'est formé dans un monde où le nickel était abondant et le fer absent. Aucune comète du système solaire n'a jamais présenté une telle configuration. L'équipe du spectrographe proche infrarouge a signalé cette découverte dans ses notes internes comme étant sans précédent pour un corps riche en éléments volatiles. Plus l'équipe analysait les chiffres, plus les anciens modèles s'effondraient. Quel type d'environnement de formation pourrait produire un ratio aussi anormal? S'agit-il de la signature d'une chimie encore jamais observée ou de quelque chose de plus délibéré? L'énigme chimique ne fait que s'épaissir à mesure que les données affluaient. Mais les anomalies ne s'arrêtaient pas à la composition. Le comportement de 3I Atlas allait soulever des questions encore plus profondes. Les courbes d'accélération ont commencé à éveiller les soupçons avant même la fin du téléchargement des données chimiques. Les analystes de Pan-STARRS qui suivaient 3I Atlas à travers un réseau de télescopes ont observé sa trajectoire s'écarter du chemin prévu. Les chiffres étaient sans équivoque. En seulement 72 heures, la vitesse de l'objet a augmenté de près de 0,12 ms2, bien au-delà de ce que le chauffage solaire ou les jets de gaz pouvaient expliquer. Il ne s'agit pas d'une erreur d'arrondi. Pour un corps de 11 km de diamètre, c'est comme voir un paquebot prendre de la vitesse sans moteur ni vent. Les écarts ne suivaient pas la trajectoire régulière de la gravité. Au contraire, chaque mise à jour depuis le sol montrait une certaine instabilité. De minuscules variations brusques se superposaient à l'accélération principale, comme si quelque chose à l'intérieur s'allumait et s'éteignait par intermittence. L'équipe de Pan-STARRS a revérifié l'absence de bugs logiciels, puis a contacté le centre des planètes mineures. Toutes les données astrométriques brutes étaient confirmées. L'accélération était bien réelle et ne provenait pas uniquement de la glace. Les courbes de lumière ont ajouté une couche de confusion supplémentaire. Les données photométriques de Gemini Sud et TESS ont révélé une augmentation périodique de la luminosité, semblable au faisceau d'un phare balayant la région toutes les 7,2 heures. Il ne s'agit pas de la lente rotation d'un rocher. La modulation était trop régulière, trop abrupte. Certains ont tenté de la modéliser comme une comète en rotation à la forme étrange, mais le résultat était peu convaincant. D'autres ont suggéré une structure creuse ou en forme de feuille, avec la lumière du soleil se reflétant sur de larges surfaces planes. Chaque possibilité soulevait de nouveaux problèmes. Si l'objet était en rotation sur lui-même, sa vitesse de rotation aurait dû ralentir à mesure qu'il dégazait. Or, sa période est restée stable malgré l'augmentation de son activité. Les observateurs chevronnés n'ont pu s'empêcher de penser à Oumuamua. Ce visiteur interstellaire avait lui aussi dévié de sa trajectoire, accélérant de manière à alimenter les débats entre physiciens pendant des années. Mais 3I Atlas est plus grande, plus brillante, et sa courbe de lumière est plus abrupte, presque mécanique dans son rythme. Les similitudes sont frappantes. Certains la considèrent comme une aberration cosmique. D'autres murmurent qu'elle pourrait être artificielle. Personne ne peut prouver aucune de ces théories, mais les preuves s'accumulent. Le réseau Pan-STARRS a enregistré chaque anomalie et a intégré les données dans des archives en libre accès. Le débat s'est étendu aux prépublications et aux discussions sur les réseaux sociaux, tandis que des astronomes du monde entier analysaient en détail les graphiques d'accélération et les cycles de luminosité. Chaque nouvelle observation remettait en question les explications établies. Plus on approfondissait la question, plus l'énigme s'épaississait et les données suivantes obligeaient chacun à envisager des possibilités qui relevaient autrefois de la science-fiction. Les anciens Égyptiens façonnaient des perles de fer il y a plus de 5 ans, bien avant que quiconque sur Terre ne sache fondre ce métal. Les tombes des Yurts ont livré ces minuscules cylindres, amincis par martelage puis roulés en tubes. Leur surface, marquée par des siècles d'enfouissement, recèle un secret révélé par des analyses modernes. Ces perles sont composées à près d'un tiers de nickel, une proportion qu'aucun fourneau terrestre n'aurait pu produire en 3200 avant notre ère. Seuls les météorites tombant du ciel contiennent une telle quantité de nickel emprisonné dans leur fer. L'échantillon du musée de Manchester, catalogué et analysé, correspond à cette signature cosmique. Des siècles plus tard,
un poignard a été enfoui près de Tutankhamun. Sa lame, restée intacte après 3,0 ans, recèle le même secret. La fluorescence X révèle 11% de nickel, des traces de cobalt et une signature chimique que l'on ne retrouve que dans les météorites de fer. Les spécialistes parlent du motif de Widman, ces bandes cristallines qui caractérisent un véritable visiteur de l'espace. Ce motif demeure caché, intact afin de préserver l'artefact. Mais sa composition ne laisse aucun doute. Cette lame fut forgée à partir d'un fragment d'un monde brisé, façonné à la main pour un jeune roi. Ce phénomène n'est pas propre à l'Égypte. Au Proche-Orient, on découvre dans les tombeaux royaux des perles et des lames rares, toujours plus riches en nickel que n'importe quel métal extrait de la terre. Chacune est une relique d'une chute du ciel, du métal apporté non par le feu et le minerai, mais par une catastrophe venue d'en haut. Les scribes babyloniens scrutent le ciel à la recherche de présages. Leurs tablettes parlent d'étoiles qui brûlent et de pierres qui tombent du ciel. Le langage est prudent, ne nommant jamais le fer, ne décrivant jamais les étincelles, mais avertissant toujours que lorsque le ciel déverse du feu, les rois doivent se méfier. Dans leur monde, le fer céleste était à la fois un don et une menace, un signe de faveur ou de malheur. Le mot acadien pour fer, anbar, apparaît parfois dans les listes de matériaux précieux, parfois dans des rituels destinés à conjurer le danger venu d'en haut. Lydia Baum, historienne à H. Heidelberg, lit ces textes avec un regard scientifique. Elle y découvre une constante, non pas dans les mots eux-mêmes, mais dans la peur qui traverse les siècles. Quand du métal tombe du ciel, le monde change. Les Égyptiens l'appelaient fer céleste. Les Babyloniens parlaient de pierres brûlantes et de présages de guerre. Nul ne connaissait la composition chimique ni la véritable origine du métal de leurs lames. Mais leur admiration et leur crainte résonnent encore aujourd'hui dans toutes les analyses qui s'appuient sur des données ancestrales. Le souvenir des visiteurs célestes, à la fois craints et vénérés, est profondément ancré. Les astronomes d'aujourd'hui scrutent le ciel avec des télescopes, non plus avec des présages. Mais les questions demeurent les mêmes. Que signifie l'arrivée d'un objet venu d'ailleurs, porteur d'une signature inexplicable? L'énigme de Three Atlas est récente, mais le sentiment d'émerveillement et d'inquiétude qu'elle suscite remonte à la nuit des temps. L'astrophysicien de Harvard, Avi Loeb, n'a pas attendu de consensus. L'énigme du nickel sans fer, les pics d'accélération, la courbe lumineuse abrupte et mécanique. Il les a dénoncés publiquement dans un court article de blog. Sa question était directe. Quel processus naturel peut expliquer un tel comportement d'une comète? En laboratoire, séparer le nickel du fer est un processus industriel. Dans le cosmos, c'est censé être impossible. Les travaux précédents de Loeb sur Oumuamua avaient déjà suscité des inquiétudes. À présent, il constatait que 3 observations d'anomalies, même chez les chasseurs de comètes les plus chevronnés, étaient difficiles à expliquer. Au sein des équipes chargées de l'étude des étoiles en réseau et des étoiles panchromatiques, l'ambiance était partagée. Certains ont avancé l'hypothèse d'une chimie rare, peut-être un corps parent formé dans une nébuleuse riche en carbone où le fer serait resté piégé dans les minéraux et seul le nickel aurait formé des composés carbonés volatiles. D'autres ont souligné l'accélération irrégulière et la courbe de lumière régulière, établissant des parallèles troublants avec des objets artificiels. Les détracteurs de Loeb mirent en garde contre toute conclusion hâtive, rappelant comment les anomalies d'Oumuamua avaient engendré des années de débats restés sans réponse. Mais les chiffres, eux, persistaient. Le rapport nickel-fer n'était pas seulement élevé, il était hors norme. L'augmentation périodique de la luminosité ne correspondait à aucune rotation connue des comètes. Et l'accélération enregistrée en temps réel semblait défier les lois de la gravité. Les discussions sur l'évaluation par les pairs ont été marquées par des débats autour de modèles concurrents. Un dégazage exotique de composés chimiques riches en dioxyde de carbone pourrait théoriquement générer des jets de dégazage, mais pas à ce rythme. Des nuages de poussière fractale peut-être, mais l'accélération ne correspond pas. Quelques-uns, encouragés par la position de Loeb-Bullen, ont avancé l'analogie de la voile solaire. Une fine feuille réfléchissante conçue pour glisser sur la lumière du soleil pourrait expliquer à la fois l'accélération et la courbe abrupte de la lumière. Personne n'a prétendu en apporter la preuve, mais l'idée que les 3 yeux l'Atlas puissent être plus qu'une simple comète, qu'il puisse s'agir d'un fragment d'un organisme construit et non né de l'expérience, n'était plus de la science-fiction.
Elle était désormais envisagée au même titre que tous les modèles naturels. Le Bureau de défense planétaire de la NASA a discrètement signalé 3.2 Atlas comme une anomalie majeure. Non pas une menace, mais un facteur d'incertitude scientifique. Les matrices de risque internes, habituellement réservées aux objets à fort potentiel d'impact, étaient désormais une énigme. La position officielle restait prudente. Davantage de données étaient nécessaires. Des affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Mais en privé, même les plus sceptiques reconnaissaient que cet objet bouleversait les règles. Le débat s'est étendu au forum public, où des discussions analysaient en détail chaque disque incurvé et chaque raie spectrale, chaque camp cherchant à obtenir des réponses. Alors, voici la question. 3ILAS est-il un hasard cosmique, un messager d'une chimie que nous n'avons jamais vue, ou est-ce le premier véritable indice d'une manipulation artificielle? Preuve que nous ne sommes pas seuls. Pour l'instant, la réponse repose sur les données, en attendant la prochaine observation qui fera pencher la balance. Le 6 août 2025, le télescope spatial James Webb a déclenché sa première intervention d'urgence depuis des années pour capturer 3.2 Atlas, un objet interstellaire dont le rapport dioxyde de carbone O est maintenant confirmé à WIT 1, le plus élevé mesuré dans une comète. La spectroscopie a révélé de fortes raies de nickel avec une quasi-absence de fer, une composition que les modèles actuels ne peuvent expliquer. Les équipes de suivi ont documenté des variations d'accélération et de luminosité qui contredisent la seule gravité. Ces découvertes font écho au mystère non résolu d'Oumuamua et remettent en question ce que les astronomes considèrent comme naturel. Malgré des témoignages vieux de plusieurs siècles faisant état d'artefacts riches en nickel et de présages, les experts actuels restent divisés. Certains évoquent des phénomènes physiques inconnus, d'autres suggèrent une origine artificielle. Les documents officiels classent 3.2 Atlas comme une anomalie majeure, mais les raisons de son comportement restent classifiées. Les preuves sont pourtant claires. 3i Atlas ne correspond à aucune catégorie connue. En attendant la publication de nouvelles données, la véritable nature de cet objet et ses implications pour notre compréhension du cosmos demeurent une question ouverte.